convoi de fait élection communale 2018. Et je reçois sur le plateau ce soir la tête de liste de Écolo Sam, Sarah Purine. Je reçois aussi Karima Joros, deuxième sur la même liste. Bonsoir. Raja Mawan, troisième sur la même liste. Et Emri Semlu. Ah bah c'est bien dit, c'est bien moi, oui. Merci, je n'ai pas fait de bêtises. Voilà, super. Donc je commence par une première question à Sarah. Donc le travail d'écolo au sein de la majorité actuelle, comment? Qu'est-ce que vous avez concrétisé depuis 2012 jusqu'aujourd'hui? Alors sans vouloir trop nous vanter, je pense vraiment qu'on a été le moteur de cette majorité. Nous avions réussi en 2012 à vraiment marquer la marque verte, l'accord de majorité avec des ambitions très fortes en matière de logement, en matière de jeunesse, mais également tout ce qui concerne l'énergie, l'environnement et la bonne gouvernance. Et je pense qu'on n'a vraiment pas à rougir de notre bilan. Karim parlera évidemment du bilan en ce qui concerne, c'est un passionné et il a réussi à mettre sa passion dans ses actions. Et au niveau jeunesse, mais notamment avec Raja, puisqu'elle était ma collaboratrice, puis voilà, maintenant elle va au front comme troisième sur la liste. Donc voilà, au niveau de la jeunesse, je pense qu'on a vraiment fait on a permis aux jeunes d'avoir une vraie place et d'être reconnus en tant que tel par les autorités locales, avec notamment la création du Conseil des jeunes, qui est non seulement une première à Molenbeek, mais même dans sa manière de fonctionner, est une première en région bruxelloise, et je crois qu'on peut même dire sur l'ensemble de la communauté française, parce que sur le principe, les conseils des jeunes, c'est très demandé par les associations, mais par contre, ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Et là, on en est à la 3e édition, une quinzaine de jeunes de 15 à 25 ans qui sont élus par l'ensemble des jeunes de Molenbeek. Avant de continuer sur le Conseil des jeunes, vous avez désigné principalement 3 valeurs essentielles au début du mandat en 2012, donc la participation, l'émancipation et l'innovation. Donc, entre autres, ce projet des jeunes. Donc, vous avez essayé d'impliquer les jeunes dans ce processus de participation citoyenne, dans la gestion, justement, la compréhension démocratique de la politique. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes où exactement de ce projet? Alors, donc, il y a... Justement, par rapport à la question de l'émancipation de la participation, il y a eu le Conseil des jeunes, il n'y a pas eu que ça. Par exemple, les maisons de quartier qui existaient, elles, depuis 20 ans, donc ça, je ne veux pas dire que nous avons créé les maisons de quartier, elles existaient, mais on a redonné une place aux grands adolescents qui ne venaient plus. Et donc, pourquoi? Parce qu'on les a mis en projet, c'est-à-dire qu'on est à leur écoute. Et donc ça fait partie du travail de participation, d'émancipation, d'être à leur écoute et de les aider à créer leurs projets. On pense à des projets comme Molenzap, comme les jeunes qui sont partis faire des séjours à l'étranger, des séjours humanitaires au Brésil, au Sénégal et même en Italie pour aller aider les réfugiés. Ce sont des projets portés par les jeunes et accompagnés par les animateurs. Ça, c'est une toute nouvelle approche du travail. Et l'objectif général, en fait, justement, pourquoi choisir les jeunes pour leur apprendre justement à devenir des acteurs citoyens? Pourquoi? Vous venez de le dire. Pourquoi? Mais parce que... S'il y a un problème, un diagnostic que vous avez réalisé au préalable au niveau de Molenbeek, les jeunes sont désintéressés, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc, la commune de Molenbeek est une des communes les plus jeunes de la région bruxelloise. C'est aussi une des communes qui connaît le taux de chômage le plus important chez les jeunes et le décrochage scolaire aussi le plus important. Et donc, il y a un enjeu à recréer des liens entre les autorités locales et les jeunes pour leur permettre finalement de retrouver confiance en eux, de retrouver confiance dans les institutions et du coup finalement avoir plus de clés pour réussir leur vie tout simplement, et c'est un enjeu qui est fondamental. Peut-être que Raja, tu as envie de compléter puisque tu as quand même... Mais tu as bossé sur ces matières pendant les 6 années aussi. Oui, mais comme le disait Sarah, c'est une toute nouvelle approche. Moi j'ai été jeune aussi il y a quelques années à Molenbeek, on ne trouvait pas autant d'activités diversifiées et je pense que ça c'est une nouveauté qui a été apportée par... Vous êtes molenbeekoise à la base. Je suis molenbeekoise, native de Molenbeek. Je suis née à Molenbeek, j'ai grandi à Molenbeek, j'ai eu la chance de travailler à Molenbeek, donc c'est vraiment une vraie passion pour moi. Et ce que je disais, c'est quand on était jeune, à mon époque, pas très longtemps quand même, mais quand même un petit temps quand même. Toujours jeune. À une époque, à votre âge. À l'époque, j'avais pas autant d'activités. Les maisons de quartier étaient pas forcément accessibles à des adolescents. Il y avait pas autant de filles qui pouvaient avoir accès à des activités à la commune. Et je pense que ça, c'est aussi une nouvelle approche qui est due pas seulement à la nouvelle majorité, mais aussi au changement, à l'évolution de Molenbeek. C'est que il y a de plus en plus de filles qui participent aux activités, des filles qui partent en voyage également, et qui participent notamment à toute cette nouvelle génération d'activités qui sont proposées
par la commune. Ça a été facile pour vous de travailler avec des jeunes molenbeekois pour mettre en place le projet? Absolument, ça a été facile puisque c'est des gens que je connais, que je connais, quartier, exactement, et je suis un petit peu plus vieille qu'eux, mais pas tellement. Du coup, ça reste, le contact reste éminemment facile. Et puis quand on a grandi dans les mêmes cadres et on a fréquenté les mêmes écoles, etc., ça aide aussi. Vous avez aussi travaillé directement sur un projet entre la police et les jeunes? Absolument, c'est une initiative. Vous pouvez nous en parler aussi? Absolument, une initiative de Sarah Turin, qui était donc échevine de la jeunesse. Il est toujours encore pour quelques mois. Là. Après, ça sera toi, ça? On ne sait pas. On espère. Et donc c'était un projet. On a vu que les relations, de toute façon, entre jeunes et police sont compliquées, que ce soit à Molenbeek ou ailleurs. On sait qu'un jeune de nature est une personne qui est en rébellion, en rupture avec la société de toute façon. Et à Molenbeek, on a constaté qu'il y avait quelques problèmes avec les forces de l'ordre. Oui. Donc l'idée c'était de créer un groupe de travail jeunes police avec autour de la table des policiers, des jeunes, des associations, notamment le conseil des jeunes et des acteurs de terrain. Et un des exemples le plus criant qui a été mis en place à travers ce groupe de travail, c'est l'organisation des 20 km de Bruxelles, une équipe mixte entre jeunes et policiers. L'idée c'était pas juste qu'ils courent ensemble le jour du marathon, mais c'est que ils préparent tout ça avec ensemble. Exactement. Créer des liens, des entraînements entre les deux, voir qui court le plus vite entre les policiers et les jeunes. Voilà. Donc c'était vraiment un chouette projet et que certains jeunes parlent encore de ce projet. Et ça continue le projet? On a été obligé en fait de le mettre en suspens parce qu'il y a eu évidemment la période des attentats avec une montée au niveau 4 où je pense que les policiers avaient d'autres urgences et surtout étaient eux-mêmes insécurisés par ce qui se passait. Et donc voilà, on n'a pas encore vraiment redémarré, mais il y a un nouveau projet qui est en train de naître avec des associations pour essayer d'avoir quelque chose, un travail sur la durée en fait, avec les mêmes policiers et les mêmes jeunes sur un travail plus long, et pour qu'ils deviennent chacun les ambassadeurs de leur côté, que les jeunes deviennent des ambassadeurs du côté des jeunes et que les policiers qui participent deviennent des ambassadeurs au sein de la police. Mais le projet est encore à l'ébauche là, et je pense qu'il pourra redémarrer puisque maintenant on est revenu à un niveau de sécurité plus normal et donc ils vont pouvoir reconsacrer du temps à ça. Ok. Alors Karim, vous avez beaucoup travaillé sur le logement, donc c'est tout le monde qui le dit, c'est pas moi, donc c'est un plaisir. Je suis pas en train de vous faire une fleur, mais c'est vrai. Vous pouvez me parler en tout cas de votre bilan depuis 2012, depuis votre travail comme échevin jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que ça a été un travail acharné parce que on voit bien que la difficulté des Molenbeekois est vraiment très importante par rapport à cette question-là. Les loyers sont très importants dans le privé, souvent les logements sont trop petits, ils sont aussi souvent insalubres et donc il a fallu agir avec toute la force nécessaire. Donc c'est vrai qu'on a ouvert 700 logements, plus de 700 logements dans tous les quartiers, pas seulement dans le bas ou dans le centre historique ou dans le quartier maritime, mais aussi dans ce qu'on appelle le haut de la commune, du côté du Métoui, du Scotbos. On a réussi parfois à l'intérieur d'un même immeuble à conquérir des logements sur le marché privé qui sont devenus des logements attribués à des gens qui ont des revenus très limités. Souvent des familles qui étaient en grande difficulté par le passé, et donc on a pu s'appuyer sur tous les acteurs, donc pas seulement l'un ou l'autre, mais vraiment on a coordonné l'action de l'ensemble des acteurs communaux, avec les logements communaux, l'agence immobilière sociale, mais aussi avec les autres agences immobilières sociales, avec le logement molenbeekois, avec le fonds du logement, avec aussi le premier Community Land Trust d'Europe. Donc ça c'est un concept tout à fait innovant où finalement des gens qui sont dans les conditions du logement social et qui sont très très éloignés au départ de la propriété, ont pu devenir propriétaires de leur logement, mais en plus avec une dynamique participative, donc en lien avec les associations du quartier, en décidant eux-mêmes ce qui était bon pour eux, qui allait habiter à quel endroit de l'immeuble, comment on allait aménager le parc, le petit parc devant, ce genre de choses. Et donc on a pu vraiment, avec tous ces acteurs, ouvrir 700 logements. Donc c'est des logements qui en partie étaient déjà prévus par le passé, et c'est d'autres logements qu'on a été chercher parce qu'on a été de tous les côtés sur le marché privé, sur des opportunités qu'on a pu trouver à un moment donné. On a pu ouvrir d'autres logements, et puis on a aussi lancé
850 nouveaux logements pour l'avenir. Donc ça veut dire aller chercher des budgets, on a été chercher des terrains, on a été chercher parfois des bâtiments qui étaient abandonnés, qui faisaient l'objet de spéculation immobilière, et on a pu faire en sorte que les partenaires publics les rachètent pour pouvoir les transformer en logements. Et on sait que ça prend toujours un peu de temps, mais ces logements-là, si tout se passe bien et si on continue à pouvoir faire en sorte de mettre l'huile dans les rouages, seront ouverts dans les prochaines années. Certains sont d'ailleurs en construction et les Molenbeekois peuvent voir que des chantiers ont déjà démarré. Je voudrais faire une remarque pour que les auditeurs comprennent bien que le travail de Karim n'a vraiment pas été facile, parce qu'il a aussi changé la culture de la relation entre les demandeurs de logement et les autorités locales. Il y avait une habitude quand même de clientélisme, il faut le dire. Et donc, j'allais lui poser comme question, et donc il a dû, au début de la législature, c'était pas évident parce que beaucoup de gens sont venus le voir en se rappelant des anciennes pratiques. Et donc, il a dû avoir un rôle qui n'était pas facile, un rôle qui était restrictif, et ça a causé parfois des tensions qu'il a dû subir. Et malgré ça, il a continué, et il a un bilan qui est tout à fait exceptionnel. Les difficultés que vous avez rencontrées, Karim, justement, pour instaurer ce travail que vous avez fait. Donc d'abord, rien que pour les logements communaux, on s'est rendu compte au début de la mandature qu'il y avait plus ou moins 1/5 des logements qui avaient été attribués à des gens qui avaient tout à fait les moyens de se loger sur le marché privé et qui en fait quelque part prenaient des appartements, tant mieux pour eux, quelque part de leur petit point de vue c'était quelque chose de très intéressant, alors qu'ils auraient pu se loger ailleurs et que d'autres attendaient parfois depuis de nombreuses années. Donc il a fallu réguler ça, ça veut dire progressivement remettre le cadre en place. Et vous avez fait ce travail. Et donc on l'a fait, il n'est pas encore tout à fait terminé parce qu'il fallait parfois attendre que les baux se terminent, et ce sont souvent des baux de 9 ans, donc on y est presque. Mais surtout, on a pu en permanence avoir une expression franche avec les gens, en ne leur disant pas oui c'est bon, je m'occupe de votre dossier, pas de problème, et en les baratinant en fait, mais en leur disant la vérité, oui ça va prendre du temps encore pour qu'une solution vous soit trouvée, mais oui on y travaille du matin jusqu'au soir, du lundi au dimanche, et la plupart du temps pour faire en sorte de trouver des solutions, d'ouvrir des logements, et à partir de là vous approchez d'une solution, d'un logement qui sera ouvert, que vous le louiez ou que vous l'achetiez, on trouvera une solution pour vous, mais ce sera pas pour vous plutôt que pour un autre, ce sera pour vous parce que vous y avez droit, pas parce que vous connaissez Major Ross, Turin ou une autre personne, mais parce que vous avez simplement le droit au logement comme tous les citoyens, et qu'à Molenbeek on a décidé de faire en sorte que ce soit le plus effectif possible. Donc on est passé de 14% à 19% de logements publics à Molenbeek, en faisant en sorte de coordonner tous les acteurs, en innovant de tous les côtés. On a aussi dit la vérité aux gens de telle manière qu'eux aussi ils puissent se sentir citoyens. C'est le nom de votre radio, je dois pas vous l'expliquer, mais simplement que les gens comprennent que ce n'est pas à l'une ou l'autre personne qui devait quelque chose, mais simplement parce que ils faisaient valoir leurs droits. Je pense que c'est aussi ça le rôle des élus au niveau local, c'est pouvoir, tu l'as dit, dire la vérité aux gens, et donc surtout être pédagogue, parce que si aujourd'hui il y a un problème de méfiance entre le citoyen et les élus, c'est aussi parce que je pense que beaucoup de citoyens ont été déçus par des fausses promesses. Et notre rôle, surtout au niveau local, c'est aussi de faire de la pédagogie et de pouvoir expliquer les choses, et parfois dire ça, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ceci, parce que cela. Voilà. Et je pense qu'une des missions de Karim par rapport à la question du logement a été celle-là, et ce n'est pas toujours facile à faire. En gros, vous avez mis de l'ordre dans ce chantier énorme. Oui, mais je pense qu'il faudra encore de nombreuses années pour expliquer ça, parce qu'on voit déjà, c'est la campagne électorale, que certains continuent à dire « vous inquiétez pas, on va s'occuper, si je suis élu, t'inquiète pas, je mettrai ton dossier au-dessus de la pile, ton dossier d'urbanisme sur lequel t'as divisé ton bâtiment, on le réglera très très facilement, et puis tant pis si les gens vivent dans des tout petits logements, et c'est pas grave. » Le clientélisme politique. Malheureusement, ça continue à exister, et je pense qu'il faudra probablement le même temps, la même durée, le même nombre de décennies où on tiendra cette ligne droite qu'on devra avoir dans les prochaines années, que le temps pendant lequel ce système clientéliste a existé. Donc voilà, il faut tenir la route. Donc vous vouliez justement garder le même poste peut-être la prochaine fois pour continuer ce travail? Alors j'ai envie, je pense que d'autres en sont capables. Ce qui est important, c'est que ces valeurs-là, que le travail soit et que cette ligne-là continue de toute manière. Oui. Alors on va parler de développement durable. Vous avez mis en place un processus de labellisation à la maison communale, entreprise
écodynamique a été mis en place et un groupe de près de 25 éco-ambassadeurs a été créé. Est-ce qu'on peut savoir plus sur ce projet? Mais beaucoup plus que ça. Je veux dire, il y a eu aussi tout le projet des panneaux photovoltaïques pour permettre de diminuer la facture énergétique, mais donc la facture aussi financière de la commune comme autorité locale. Ça veut dire que cet argent, il peut servir pour des projets qui servent les citoyens. Il y a également eu une augmentation des potagers. Je pense notamment au projet du grand potager derrière l'atelier Grow Thailand. Il y a également eu l'alternative végétarienne proposée dans les écoles. Et à ce sujet-là, mais je ne sais pas si on peut déjà parler de nos propositions pour le futur, on veut encore aller plus loin. Et voilà, parce que les repas dans les écoles, pour l'instant, sont fournis par une grosse multinationale. Nous pensons que pour créer de l'emploi à Molenbeek, on peut réserver des parts de nos marchés publics à l'économie sociale, et notamment dans la question de l'alimentation, pour que ces repas qui continuent d'être éventuellement végétariens, enfin qui est l'alternative végétarienne, soient des repas bio, de saison, et surtout préparés par une entreprise économie sociale qui créerait de l'emploi pour les Molenbeekois. Emery, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce point? Je ne sais pas exactement si vous avez participé à ces projets écolos au niveau de la commune. Donc, je suis quatrième, mais je suis le petit poussé. Donc, oui, mais l'alimentation, tu connais, et les projets verts, tu aimes ça, vas-y. Pour dire la vérité, moi je travaille dans le privé. Donc, rien que la vérité. Je travaille dans le privé. Et donc, j'ai pas travaillé dans la commune, ni je suis pas encore élu. Oui. Mais en même temps, j'étais président local pendant 4 ans, donc je les ai soutenus, je les ai suivis pendant 4 ans. Et donc, dans ce domaine-là, oui, je m'y connais, parce que je travaille pour ce dit multinational. Donc voilà, mais je m'arrêterai là, je n'ai pas le droit de dire plus en tout cas sur ce sujet-là. Et, mais effectivement, cette idée-là, je partage effectivement. Premièrement, je suis déjà moi-même, je suis végétarien, donc le choix d'avoir des plats végétariens pour des élèves, c'est je suis plus que convaincu, et je devrais même dire que ça doit aller encore même plus loin, et surtout que faire travailler en termes d'économie sociale, c'est faire travailler des Molenbeekois, les former sur ce travail-là, les faire participer. C'est une avantage extraordinaire. Donc il faut vraiment aller dans ce sens-là, j'y crois. Et je dirais même encore plus loin, pourquoi à un moment donné, vu que ces potagers qui se multiplient, et utiliser même en circuit court tous ces légumes ou fruits qui viennent de la terre de Molenbeek, qui sont cuisinés par des Molenbeekois et servis aux élèves Molenbeekois. Ça, plus court que ça, en circuit, on peut pas faire. Donc, mais voilà. Plus riche aussi. Oui, il n'y a pas plus riche que ça comme projet, quoi. Merci, Emery. Alors, on va parler du processus de rapprochement entre les différentes communautés à travers le dialogue interculturel que vous avez mis en place aussi via pas mal d'activités, pas mal de leviers, etc. Surtout pendant les fêtes religieuses, le Ramadan, etc. Qu'est-ce que ça a donné exactement? Parce qu'ici, on parle vraiment de tout ce que vous avez fait. Tout ce qu'on a fait déjà. Mais donc, on est la seule commune à avoir cette compétence dialogue interculturel, et c'est à notre initiative, puisque ça fait partie de nos demandes quand on a négocié en 2012. Ça nous paraissait très important, pas que pour Molenbeek. Moi, je rêverais qu'il y ait un échevinat du dialogue interculturel à Uccle, à Lannes, à Anvers, enfin partout. Parce que on est dans une société qui est très très cloisonnée, les gens ne se connaissent pas, et dans un moment où il y a eu des crises sociales et économiques importantes, et maintenant aussi avec tout ce qui s'est passé autour des attentats, il y a chacun se replie sur soi vraiment, et si on ne fait pas un effort pour aller vers l'autre, eh bien c'est la peur qui augmente, c'est les extrémismes qui augmentent de toutes parts. Et donc les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour stimuler cette rencontre de l'autre. Je sais que vous êtes aussi, vous, un grand militant de ces rencontres et de ce rapprochement entre les communautés, donc vous voyez vraiment de quoi je veux parler. Donc on avait créé cette compétence, mais en même temps, dans une commune qui s'est retrouvée en 2013 sans sous, sans moyens financiers. Et donc on a dû faire preuve de créativité, et cette créativité, elle vient surtout de la société civile. Et donc on est allé contacter, on a pris notre bâton de pèlerin, Raja et moi, pour aller contacter les associations. Et pour nous, c'était important de travailler
travailler en même temps avec les associations classiques, je dirais socioculturelles, mais d'intégrer les collectivités religieuses, parce qu'on sait qu'une part du repli identitaire, c'est sur la question religieuse. Et donc, on est allé voir les imams, on est allé voir les curés de Molenbeek, et on a également intégré la communauté juive. Il y a évidemment des habitants juifs à Molenbeek, mais il n'y a pas d'association juive à proprement parler à Molenbeek. Donc, on est allé voir différentes associations, la synagogue Beth Hillel La Forêt, mais également le CCLJ, l'UPJB dans un autre style, pour pouvoir travailler tous ensemble. Et c'est vrai que un des axes, ça a été ces grands repas qui ont eu un succès, mais je pense qu'on ne s'attendait pas à ça, notamment parce que entre-temps, il y a eu les attentats, et que les attentats ont réveillé chez chacun d'entre nous cette urgence à aller rencontrer l'autre. Mais je pense qu'on ne peut pas se limiter, par contre, à faire des repas, c'est très important. C'est ce que j'allais voilà, dire. c'est... Puis il y a quand même d'autres problèmes. Tout à fait. Peut-être sous-jacents au niveau de la commune où des personnes ne sortent pas pour aller envers l'autre, et surtout la femme. Et disons, tout ce qui est activité, événements, etc. Ça ne suffit pas. N'est pas suffisant justement pour stimuler les personnes à vraiment créer un bon vivre ensemble. Tout à fait. Mais donc on a créé aussi des groupes, des groupes de parole pour aller un petit peu plus loin. Je pense que là où on doit aller plus loin maintenant, c'est aussi former nos fonctionnaires à la question de l'interculturalité, que ce soit les enseignants, les policiers, les services qui sont en première ligne au niveau de l'administration. On n'a pas encore réussi à le faire puisqu'on n'avait pas de moyens et que le service finalement, donc à côté de cette dynamique associative, on a créé le service il y a un peu moins d'1 an, donc ça va se mettre en place. Très bien. Voilà. Oui, mais Karim, vous voulez dire quelque chose? Mais oui, je pensais en fait, même en dehors strictement des compétences de cohésion sociale, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont nées, mais souvent du secteur associatif. Sur la place communale, symboliquement, il y a un établissement qui a ouvert dans un bâtiment qui était vide, qui attendait une rénovation qui va avoir lieu d'ailleurs dans quelques mois. Le Brassard a ouvert, il a permis toute une série d'activités, parfois interculturelles, d'avoir lieu, et puis il a permis à différents publics de se rencontrer sans spécialement avoir une activité ensemble, mais en étant dans un même lieu de manière informelle, l'un buvant un thé à la menthe, l'autre une bière, et sans que ça te pose de questions particulières. Et puis ça a permis, dans une même soirée, on peut avoir quelqu'un qui, une bière à la main, chante une chanson de Dalida par exemple, et l'autre qui chante un chant traditionnel de son pays d'origine, le Maroc ou l'Afrique subsaharienne. Et donc voilà, c'est je veux juste dire un mot sur ces repas interculturels. Moi, il faut que ça continue. Parce que je me suis trouvé autour de ces tables-là et j'ai rencontré des personnes qu'en dehors de ces moments-là, j'aurais peut-être pu ne jamais rencontrer. On n'a jamais parlé avec. Jamais. Et donc ça crée quand même des liens. Maintenant, quand on se voit dans la rue, on se dit bonjour. Mais si ces repas n'étaient pas là, on n'aurait pu jamais peut-être se croiser. Il faut que ça continue. Et puis ils ont eu ce qu'on a fait, et là, on le doit à Raja. Pas qu'il y avait une grosse équipe. Oui, mais je vais venir sur un élément, et là c'était toi. C'était à chaque fois on a essayé de sortir du cadre. Et la première fois où on est vraiment sorti, enfin non, c'était pas la première fois, mais il y a une fois où on est sorti du cadre et ça a marqué les esprits, c'est que donc la deuxième édition de la rupture du jeûne, on voulait la refaire sur la place communale comme la première. Et puis la météo n'était pas avec nous. Et on cherchait une salle qui pouvait accueillir 600 personnes, parce qu'on attendait 600 personnes, pas trop loin, parce que c'était en dernière minute, il fallait prévenir les gens. Et Raja a dit, si on demandait au curé pour qu'il ouvre son église. Très bonne idée. Et donc, on a parié, évidemment, enfin, c'était un pari un peu fou. Le curé a osé le faire, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, que ce soit la première année, quand on l'a fait avec la fête de la musique, quand on l'a fait dans l'église, puis après, quand on a fait le repas de Noël à la mosquée, à chaque fois, ça crée des tensions. Il y a des crispations. Et ça montre que on doit continuer, que c'est nécessaire. Mais voilà, donc je pense que dans une matière comme celle-là, on a besoin de créativité tout le temps, parce qu'il faut toujours savoir jusqu'où on peut aller pour en même temps un peu bousculer les habitudes et en même temps ne pas faire peur. Faire honte de sort. Voilà, en fait. voilà. C'est ça. Ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que les repas on a vu que c'était nécessaire, et là, je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui ont participé, que ce soit les groupes de jeunes qui sont toujours été super motivés à nous aider à mettre en place tout ça, et puis les responsables religieux ou associatifs qui ont toujours, sans compter leurs heures, de manière vraiment totalement bénévole, et qui ont pris des risques à chaque fois. Je pense au père Aurélien
de l'église sur la place communale, ou à Redon Haché, au président du conseil consultatif des mosquées, à la mosquée Al-Khalil, on a vu qu'il y avait à chaque fois des crispations, mais les repas, en fait, sont qu'un prétexte pour que les gens se rencontrent. On aurait pu trouver un autre... C'est l'action interculturelle, justement. On aurait pu trouver en place pour créer un autre moyen pour se faire que ces gens se rencontrent. On a trouvé ces repas-là parce qu'il y avait une urgence, comme me disait Sarah, par rapport à tout le contexte en Belgique à l'époque. Et c'est vraiment, c'était des prétextes parce que, comme disait Emre, il y a eu des rencontres absolument. Moi, j'ai souvenir d'un monsieur qui était de passage en Belgique. Ouais. Il venait de Londres. C'est un Londonien. Il était de passage en Belgique. Il y a eu le lockdown. Et justement, juste après le lockdown, il y a eu, on avait un repas de Noël au CCM. Et ce monsieur a dit, j'ai envie de montrer ma solidarité, j'ai envie d'aller voir Molenbeek. Et il s'est inscrit, il est venu. Et donc, il était juste de passage, il voulait juste rencontrer des Molenbeekois et venir. Il y a un Strasbourgeois, pardon, aussi, qui travaille à l'Union Européenne et qui, jamais mis les pieds à Molenbeek, mais il voulait venir à Molenbeek pour ces repas-là. Donc, je trouve que ce genre de moments ont vraiment créé des prétextes et des moments vraiment de rencontre absolument inédits. C'est une même portée en dehors de Molenbeek, parce que quand je rencontre des non-Molenbeekois, c'est pas des Strasbourgeois forcément, mais même des Andalectois, des Lacanois, ils demandent, mais on a entendu parler la prochaine fois, il faut absolument qu'on soit aussi, soit là avec vous. Ce sont des indicateurs ou des indications de réussite, donc c'est vraiment ça qui peut stimuler en tout cas le travail à continuer. Karim, vous voulez dire quelque chose? Donc même des gens d'autres communes bruxelloises qui ont parfois plein de clichés par rapport ou de peur de Molenbeek à l'occasion de ce type d'événement sont venus à Molenbeek et peut-être demain ça peut devenir plutôt que des ennemis ou des gens qui ont peur et qui disent à l'extérieur qu'il faut surtout pas venir à Molenbeek ou en tout cas qui sont pas trop sûrs, des ambassadeurs positifs de notre commune et donc avec même peu de moyens, avec l'innovation, que ce soit ma collègue Sarah Turine et sa collaboratrice Raja Mawan ont pu avec l'ensemble du secteur faire en sorte de créer des événements qui améliorent l'image de notre commune qui avait été détériorée déjà depuis des décennies et encore plus ces dernières années. Donc, il y a encore beaucoup de choses en tout cas à dire par rapport à vos réalisations depuis, mais bon, on va passer quand même à l'avenir. L'avenir est presque plus important que le passé. Tout à fait. Donc après le 14 octobre, les grandes lignes de votre programme, Sarah Turine, c'est quoi? Mais donc, on a 5 grandes priorités. La première, c'est l'école et la jeunesse. Je pense que on a pu, durant la mandature précédente, au niveau de l'école, essayer de rattraper le boom démographique. Donc, même s'il y a encore un effort à faire, on a néanmoins, permis à quand même un grand nombre d'enfants de pouvoir avoir maintenant une place. Par contre, on doit encore travailler sur la question de l'accompagnement des enfants. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure en parlant de la question des jeunes, on sait que l'école, c'est quand même une des grandes clés de la réussite. Et un enfant qui ne trouve pas sa place à l'école, il part déjà mal pour le reste de sa vie. Et donc, il est très important de mieux accompagner les enfants. Alors, normalement, c'est une compétence de la communauté française, mais à un moment donné, si on voit que la communauté française n'a pas les moyens de répondre au défi de l'inégalité scolaire, nous devons le faire au niveau local. Et donc, notre proposition phare, c'est vraiment d'augmenter le budget communal, donc d'aller jusqu'à une augmentation de 50% en 3 ans, ce qui permettrait de financer 90 équivalents temps plein de manière structurelle, après ces 3 années d'augmentation, pour mieux accompagner. Comment? Plus de professeurs, mais également des logopèdes, des assistants sociaux. Faire appel aussi à des prestataires extérieurs pour venir apporter d'autres types de pédagogie au sein de l'école et soulager les enseignants pour travailler éventuellement en demi-classe et donc rendre le travail plus facile et permettre que ce soit plus adapté à l'ensemble des enfants. Et également intégrer un moment dans le programme scolaire, dans les heures de l'école, un moment pour le soutien scolaire. Parce que pour l'instant, tout repose sur les écoles de devoirs. On sait que la question de l'étude après l'école, c'est là que ça crée l'inégalité, parce que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir un lieu approprié pour étudier. Beaucoup d'enfants vivent dans des appartements où il manque de la place pour se concentrer, n'ont pas toujours un grand frère, une grande sœur ou un papa ou une maman qui peut les aider. Et il n'y a pas assez de place dans le secteur associatif. Et finalement, ce n'est pas le rôle du secteur associatif de pallier à la question de l'école. C'est à l'école de reprendre ce rôle-là. Donc voilà une de nos propositions phares en matière d'école. Ce que j'ai aussi apprécié dans le programme, parce que j'ai lu le programme, en fait, c'est le fait que vous allez
vous voulez, en tout cas, vous avez la volonté de mettre en place des écoles bilingues. Oui. En sachant qu'il y a quand même ce problème de chômage chez les jeunes, et surtout à Molenbeek où il y a vraiment beaucoup de chômage. Donc, préparer les enfants vraiment à être bilingues, c'est une très très bonne idée, je trouve. Oui, alors il y a eu une étape déjà qui était l'école en immersion qui a ouvert le long du canal, dans un quartier qui n'est pas spécialement favorisé, c'est un des quartiers les plus pauvres de Bruxelles en fait, malgré ce qu'on peut penser. Et donc c'est vrai que là, à partir d'un bâtiment qui était déjà prévu, on a pu orienter le projet pédagogique et Sarah le dira, mais c'est seulement le début de nouveaux projets pédagogiques qu'on a pu créer dans la commune et qu'on continue à vouloir créer d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, au niveau local, à Bruxelles, on a la grande chance d'être une autorité bilingue. Et donc, on a un pouvoir organisateur francophone et on est le pouvoir organisateur du côté néerlandophone. Eh bien, de nouveau, faisons preuve de créativité et faisons travailler ensemble nos équipes éducatives francophones et nos équipes éducatives néerlandophones. Mais concrètement, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que c'est faisable? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent justement ce genre de projet sincèrement. Concrètement, comme ça ne s'est encore vraiment jamais fait, nous proposons un projet pilote. Donc, on va faire un appel auprès des équipes éducatives de notre réseau communal, francophone et néerlandophone. On va trouver une école intéressée du côté francophone, une école intéressée du côté néerlandophone. On va les mettre autour de la table et on va construire ensemble ce projet. On va le mettre en place et puis à partir du moment où on verra ce qui en ressort et qui peut être éventuellement systématisé, l'idée c'est d'aller petit à petit comme ça pour finalement l'ensemble de nos écoles. Raja, tu as peut-être envie de rajouter des choses par rapport à la question de la jeunesse? Oui, par rapport à la jeunesse, on a dit, il y a déjà tout un travail qui a été mis en place entre 2012 et 2018, mais c'est un travail qu'il faut continuer. Il faut surtout renforcer l'offre et l'accompagnement pour les jeunes, notamment en soutenant, parce qu'on a parlé d'autonomisation et d'émancipation. Là, on voit que de plus en plus de groupes de jeunes s'émancipent, s'autonomisent en créant leur propre association, en se mettant en groupe, etc. Donc, il faudrait davantage soutenir ces projets-là pour permettre vraiment de devenir des citoyens actifs et critiques par rapport à ça. En fait, j'ai lu le programme, comme je l'ai précisé, il y a beaucoup de points très intéressants, mais ce qui m'interpelle, moi, c'est par exemple ce point de mise en place d'écoles bilingues, mais aussi un point très important de la création d'un conseil des femmes. Ah, ça c'est le sujet favori de Raja. Ce sont des idées vraiment qui sont inédites en tout cas. Donc, entre 2012 et 2018, on a vu qu'il y avait un travail, donc on a mis en place le conseil des jeunes avec Sarah, il y a eu la mise en place d'un conseil des enfants donc avec les écoles communales, il y a eu la mise en place d'un conseil consultatif des aînés, et on oublie souvent en fait que les femmes représentent plus de la moitié de l'humanité et que ce sont des interlocuteurs et des personnes à part entière. Et donc en tant que femme, moi j'ai envie qu'on donne vraiment la parole à ces femmes. Et donc un exemple, il y a un appel pour un projet sur un bâtiment commercial. On va en faire un salon de thé. Mais un salon de thé, ça exclut encore une fois les femmes évidemment. Et donc, tout ce travail-là, c'est pour que les femmes reprennent en fait confiance en elles, mais aussi prennent possession vraiment de l'espace public et puissent exister de manière autonome. C'est vraiment un conseil qui va gérer des discriminations contre les absolument, femmes. Il y a des discriminations envers les femmes. Parce que quand on est femme et en plus d'origine étrangère ou en plus molenbeekoise, c'est une triple peine en fait. Pas une double peine. Voilà. Et si en plus elle porte le foulard, oulala, c'est la quadruple. Mais on voit que ça forge les caractères quand même. Donc voilà, je pense que il faut plus. Enfin voilà, on est aujourd'hui en 2018, ça devrait plus être un sujet malheureusement. Mais donc l'idée de ce Conseil des femmes, c'est vraiment encore une fois de travailler en totale collaboration avec le secteur associatif. Il y a beaucoup de femmes monoparentales par exemple à Molenbeek. Oui, absolument, il y a beaucoup de familles monoparentales. Beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui doivent travailler, et puis toutes ces petites choses mises bout à bout, ça fait qu'il y a beaucoup d'injustices envers les femmes. Et comment vous allez le mettre concrètement en place? Donc, ce que je disais, donc en collaboration avec le secteur associatif, mais aussi au niveau de la commune. Donc Sarah parlait des formations interculturelles, mais c'est aussi une formation à l'accueil des femmes, tout ce qui est notamment dans les violences intrafamiliales ou autres. Et donc il faut vraiment, je pense que rien ne peut se faire sans la bonne intelligence du secteur associatif et puis des associations de femmes vie féminine qui font un travail absolument formidable, et toutes ces associations de femmes
profiter de leur expertise, les mettre autour de la table et puis travailler avec les maisons des femmes. Les impliquer ensemble. Absolument. Avec. Il y a les maisons des femmes, il y a la DAR et la MAL, maisons des femmes qui sont déjà des acteurs clés de ces combats-là à Molenbeek, mais donc il faut renforcer leur action avec la création de ce conseil des femmes. Ok. Il y a aussi un guichet de lutte contre les discriminations qui accompagnera les personnes discriminées. Ça aussi, c'est un projet intéressant. Alors en fait, on est en train déjà de le mettre en place. Donc il y avait une motion qui avait été votée au conseil communal demandant de travailler sur la question des discriminations et ça rejoignait évidemment tout à fait, enfin voilà, Rajal a déjà un petit peu dit, mais l'ensemble des services se retrouve quand même confronté à énormément de situations diverses et variées, mais liées à la question de la discrimination. Et donc, on vient là d'adopter au dernier collège, d'ailleurs, un plan d'action pour travailler sur la question des discriminations. Et un des projets phares, c'est la mise en place d'un guichet qui peut être un lieu en fait de réceptacle des plaintes des personnes et accompagner les personnes, puisqu'on sait maintenant que au niveau régional il y a également des initiatives qui ont été prises et donc accompagner les personnes dans le suivi de ces plaintes, mais c'est aussi, ça permettra également d'objectiver l'état de la situation dans une commune comme la nôtre et voir comment on peut améliorer, qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme mesure et surtout aussi que nous devenions exemplaires au niveau de la fonction publique, parce que parfois, même sans le vouloir, on peut avoir des pratiques discriminantes. Et donc, comment améliorer les services publics pour qu'ils ne soient eux-mêmes plus discriminants? Est-ce que le public ou le citoyen ne porte plus, par exemple, plainte chez la police, etc., ou il n'ose plus porter plainte et que ce service va... En fait, je pense que les gens ne savent pas toujours faire les choses. Qu'ils sont victimes de... Enfin, ils ne savent pas toujours où est la limite entre un acte qui peut être discriminant ou un acte qui ne l'est pas. Et donc ce guichet va les aider justement, soit à s'orienter vers la police, soit vers une organisation qui est des droits de l'homme, etc. Tout à fait. C'est quand quelqu'un ne trouve pas un travail puisqu'en fait il a un nom à consonance étrangère ou parce qu'il vient de Molenbeek, il reçoit beaucoup de refus et il se rend pas compte en fait que c'est une discrimination tout simplement. Et donc l'idée, je pense, de ce guichet, c'est aussi d'informer les gens qui peuvent aller porter plainte puisque c'est effectivement une discrimination. Voilà. Ok. Alors il y a un autre plan qui est très intéressant, c'est plus d'espace vert. Oui, en fait, une des raisons qui fait que c'est parfois difficile de vivre dans des quartiers densément peuplés comme voilà, le centre historique de Molenbeek, du côté de la gare de l'Ouest, etc., c'est qu'il manque d'espace vert. Alors on sait qu'il y a des friches qui existent encore, on a beaucoup parlé de la gare de l'Ouest, et nous à ce propos-là on voudrait vraiment que la SNCB vende ces terrains. Nous, on souhaiterait que la commune aille en justice contre la SNCB à un moment donné, parce qu'elle spécule sur ces terrains, alors qu'on attend ce parc et une série d'équipements qui doivent aller avec depuis longtemps. Il y a moyen de faire un immense parc, là, en fait, et de donner une respiration pour les habitants, parce que c'est important pour que les gens puissent s'y rencontrer, mais puissent simplement respirer à un moment donné, et pas avoir ce sentiment parfois d'oppression qu'on peut avoir dans les rues de Molenbeek, qui sont quand même densément bâties. Mais on veut aussi faire en sorte que, même à l'intérieur des îlots, parfois vous avez des anciens hangars qui sont désaffectés ou qui pourraient être désaffectés parce qu'ils sont sous-utilisés. Et en fait, nous, on souhaiterait que la commune puisse les acheter et puisse les détruire pour en faire des respirations qui serviraient tout le quartier, pas seulement les habitants des bâtiments, des maisons qui sont juste autour, mais aussi des habitants du reste du quartier. Et ça pourrait être des endroits où on créerait avec les habitants des poches de respiration, des potagers collectifs, des aires éventuellement de jeu à certaines heures qui permettraient aux gens de se rencontrer et puis de respirer mieux et d'avoir une vie plus agréable. Il y a déjà des exemples à Molenbeek, je pense, le jardin des Majorelles, c'est ça? Alors il y a le jardin des Majorelles, mais ça c'est un très bon exemple, hein. C'est là aussi Fadel qui l'a porté, qui est aussi sur notre liste, et on en est très fiers. Il a au départ d'un endroit qui était un dépotoir en fait, qui était totalement inutilisé, mais qui était public, avec juste de l'énergie au départ, et puis des tout petits moyens qu'il a été chercher chez Bruxelles Environnement ailleurs. Il a pu transformer ce lieu en un lieu de convivialité avec une masse de légumes absolument impressionnante. Maintenant il y a un four à pizza. C'est typiquement le genre de projet qui, au départ de citoyens qui se retroussent les manches, peut donner de la convivialité, faire en sorte
sorte que les gens soient plus solidaires, connaissent mieux leurs voisins, etc. Donc c'est pas seulement avoir des plantes vertes ou avoir des lieux de respiration, mais c'est aussi tout simplement avoir des endroits où les gens peuvent se rencontrer, faire des choses ensemble de manière très simple, parfois un peu moins oppressante qu'en allant dans un lieu puisque c'est en extérieur. Et donc voilà, nous on voudrait faire en sorte que ça puisse être généralisé. Il y a encore beaucoup d'opportunités en fait, parfois qu'on ne soupçonne pas. Il suffit parfois d'abattre un mur et puis d'ouvrir un lieu pour que celui-ci devienne un terreau de convivialité, de respiration dans le quartier. Et vous sentez les Molenbeekois partants pour ce genre de projet? Alors on l'a vu chaque fois, hein, je pense rue de l'Avenir, à côté du parvis Saint-Jean-Baptiste, il y avait un lieu aussi de ce type-là, sur l'ancien lit de la rivière à Petite Seine, et tout de suite on a construit quelques logements au-dessus, on a un porche, les gens rentrent, et puis une série de bacs potagers. En fait, des gens très différents sont venus prendre ces espaces et se rencontrent, et vous avez aussi bien des primo-arrivants qui vont suivre les cours du Bonn, que des habitants de logements moyens à côté qui peuvent se rencontrer et finalement s'échanger des conseils, des graines, retourner le compost ensemble, et puis en fait voilà, se créer du lien social aussi. Donc voilà, je pense que la demande elle est là, il suffit de faire planter des petites graines de terrain dans les quartiers pour que les gens aient envie de les cultiver. Oui, tout à fait. Alors il y a aussi la culture, donc vous allez créer un système de carte culture. Une carte culture, c'est quoi? Ah, la carte culture. Mais donc, on a énormément d'institutions culturelles à Molenbeek. Des institutions publiques, comme la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale. Je ne sais pas s'il faut encore la présenter. Évidemment, les académies, mais on a également énormément d'institutions associatives ou privées. Je pense à IMAL, je pense au MIMA qui s'est installé. Il y a le musée de la Fonderie. Il y a toute une série de compagnies de danse. Il y a le théâtre, la compagnie de théâtre et la salle Hanout. Donc, on a énormément. Alors après, le problème, je dirais, c'est que chacun a ses petites habitudes. Il y a ceux qui viennent voir les enfants jouer à la Maison des Cultures, il y a le public de l'épicerie, il y a les fans de technologie qui vont chez IMAL. Nous, on aimerait bien que ces lieux, finalement, accueillent tout le monde et que les gens prennent l'habitude de sortir de leurs habitudes. C'est pas mal, ça. Prendre l'habitude de sortir, il faut noter. On va prendre l'habitude d'en parler. L'idée, c'est vraiment de créer... C'est de l'ethnométhodologie. Voilà. C'est de créer un abonnement molenbeekois qui finalement, voilà, on se dit, cette semaine, je vais où? tiens, je vais voir le spectacle de la salle Hanout. Justement, cette carte va permettre l'accès à la culture. Voilà, tout à fait. Quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, vous êtes souvent d'accord. C'est ce qui est bien chez vous. Ah oui, on a créé tout ça ensemble, le programme. Mais oui, tout à fait. Mais moi, je suis pas Molenbeekois d'origine. Ah d'accord. Je suis pas né. Et vous êtes à Molenbeek depuis quand? Depuis 6 ans. Ah ça va. Avant, j'habitais à Rochefort. Ouais. Donc c'est un grand changement. Ouais. Et avant de m'installer à Molenbeek, j'avais jamais été à Molenbeek, à part une soirée ou deux. Voilà. Et pourquoi? Ça m'intéresse de savoir. Ben voilà, mais je viens. C'est le point suivant. Parce que je trouve qu'on n'en fait pas assez pour faire connaître Molenbeek en dehors de Molenbeek. Oui. La plupart du temps, quand j'allais boire un verre, j'allais jusqu'au canal. Rarement, je traversais le canal. Mais en même temps, c'est aussi bénéfique pour les Molenbeekois que d'autres traversent pour venir d'abord faire. Dépenser de l'argent. Ça, c'est en second lieu. En premier lieu, je pense que le plus important, c'est de venir faire connaissance avec les Molenbeekois. Et vice-versa. Et en deuxième lieu, effectivement, moi qui viens du privé, je trouve qu'on doit mettre les moyens pour que les Molenbeekois, les commerces Molenbeekois puissent aussi gagner de l'argent, puissent exister, parce que en premier lieu, le tissu économique, c'est des petits commerces, c'est les petits PME. La plupart du temps, on les oublie. Donc, par exemple, une des propositions qu'on a, par exemple, c'est le marché des bouquinistes. Effectivement, peut-être en premier lieu, ça peut d'abord pour les Molenbeekois, mais aussi faire venir les non-Molenbeekois. Mais ces personnes-là, quand ils vont venir, déjà, ils vont visiter, ils vont marcher, ils vont boire un verre, ils vont connaître, et par la suite, ils vont revenir. Donc ça, ces éléments-là, pour moi, c'est super important. Et quand vous parlez de la culture, il y a tellement d'offres culturelles, peut-être qu'en dehors de la commune, on ne les entend pas forcément. Ça peut être aussi une vitrine pour Molenbeek.
ces institutions culturelles pour faire venir les gens. Oui, alors on n'a plus beaucoup de temps, malgré que franchement le programme il est vraiment très intéressant. J'ai essayé de prendre quelques éléments qui sont utiles à comprendre, parce qu'il y a pas mal de similitudes aussi dans les programmes de tous les partis politiques. Le mot de la fin, Sarah, pour les Molenbeekois. Alors, je l'ai dit au début, je pense qu'on a été, durant cette majorité, le moteur, mais aussi le garant de la justice sociale. Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on voit aussi que nous amenons de l'innovation et de la créativité. Et je pense que dans une commune comme Molenbeek, qui a énormément de défis, si on fait pas un peu preuve de créativité, on va pas très très loin. Et cette créativité, c'est pas juste les élus qui doivent l'avoir. On sait que la société civile est très souvent à l'avant-garde, et donc on doit soutenir cette société civile. Et je pense que Ecolo Salmon a ça dans sa culture et dans son sang, de travailler main dans la main avec les habitants, avec la société civile. Et donc, on le voit d'ailleurs sur notre liste, on a beaucoup de candidats qui sont issus de la société civile, on a des représentants des comités de quartier, de collectifs d'habitants des logements sociaux. C'est avec eux qu'on doit travailler, c'est parce que eux ont la créativité, ils ont l'innovation, et nous sommes là pour les soutenir et pour travailler tous ensemble. Karim, le mot de la fin pour les Molenbeekois. Ben, en fait, Sarah a tout dit, mais il y a un choix à faire le 14 octobre. Oui. Soit on revient à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire tous les autres partis traditionnels se retrouvent autour de la table et vont occuper le pouvoir, soit on s'appuie sur un parti comme Ecolo Salmon qui peut amener de l'innovation, qui peut bosser sérieusement, parce que nous on rend des comptes en permanence à tous nos membres, et puis on est ouvert à la critique aussi, et donc on s'auto-évalue en permanence, et ça donne des résultats. On a pu le voir pendant cette mandature-ci, pendant les prochaines. Si on a encore plus de poids, on fera encore plus de choses avec encore plus d'innovation, encore plus avec les gens, et encore plus avec encore plus d'énergie dont Molenbeek finalement a vraiment besoin. Alors Raja, le mot de la fin. Alors Sarah et Karim m'ont tout dit, mais je voudrais rajouter. J'ai la pression. Non, je voudrais rajouter que ce qui est beau dans cette liste, c'est qu'on a tous un point commun, c'est qu'on est des vrais amoureux de Molenbeek, on aime vraiment Molenbeek, et moi je suis très sensible à ça puisque je suis Molenbeekoise de naissance, je l'ai dit, mais même si il y a des gens qui ont rejoint Molenbeek un peu plus tard, notre point commun c'est tous de vouloir le bien-être et l'évolution positive pour Molenbeek, et je pense que pour ça il faut nous faire confiance. Oula. Alors Emery, mais j'ai la pression là. Bon, en premier lieu, je vais devoir... Vous n'allez pas dire la phrase? Si, bien sûr. Moi, en étant petit poussé, oui, je suis heureux et fier de faire partie de cette liste. Parce que c'est une liste qui représente vraiment les Molenbeekois dans son intégrité. Moi, je veux plus de mixité. Une commune mixte, pour moi, c'est essentiel. Je veux que le Molenbeek donne envie aux nouveaux arrivants de rester à Molenbeek. Ça, et c'est un élément essentiel pour créer encore plus de mixité. Et aussi, je voudrais que Molenbeek devienne exemplaire en termes de mobilité à Bruxelles. Je rentre pas dans les détails parce que sinon on est parti pour 2 heures. Tout à fait. Mais en tout cas, si vous voulez tout ça, il faut voter Ecolo Salmon. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que se termine notre émission. Et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.